Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce vendredi 18 juillet. La clinique Cardella a investi dans un mammographe dernier cri essentiel pour le dépistage précoce du cancer du sein. Il permet de détecter les masses ou calcifications suspectes en limitant la douleur. La protection des requins marteaux, la construction des abris de survie, la rentabilité des fermes perlières, des sujets majeurs au Tuamotu. Après Hivaoa, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a passé la journée à Rangiroa. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous évoquerons notamment la politique énergétique menée par les 4 communes associées de Mataiva, Tikehau, Makatea et Rangiroa. Tahuhu Mareura sera en direct de Rangiroa dans ce journal pour faire le bilan de cette visite ministérielle. Au même moment, à Tahiti, plusieurs syndicats se mobilisent autour de la question des jours de carence lors des arrêts maladie. Nous en parlerons avec la secrétaire confédérale de Force ouvrière en déplacement à Tahiti. Patricia Devron est sur notre plateau ce soir. Que devient Teranui Marama Maramanui Tera? La pirogue double installée dans les jardins de Pao'ai en 2022 devait être rénovée, mais pour l'instant, aucun travaux à l'horizon. Elle continue de se dégrader au port autonome. C'est une merveille technologique. La clinique Cardella a décidé d'investir dans un mammographe dernier cri, une recommandation de l'Institut du cancer qui gère l'entretien de ces machines. Ces nouveaux appareils permettent une détection plus fine des anomalies mammaires. Ils permettent aussi de réduire la douleur des patientes, de quoi encourager le dépistage du cancer du sein. Les explications de Nicolas Suire et Taïba Ribé. C'est le nec plus ultra de la technologie médicale, un mammographe dernier cri acquis par la clinique Cardella. Un de ses avantages principaux est la diminution de la douleur. La machine amortit la compression dès qu'elle rencontre le moindre obstacle. Ma dernière mammographie m'a fait un peu mal. La compression était plus forte, mais celle que je viens de faire aujourd'hui, ça va. C'est très supportable, presque aucune douleur. Les dames ne reviennent pas souvent après une mauvaise expérience et du coup, si dès la première expérience, elles n'ont pas de douleur, ça se passera du coup très bien. Elles reviendront se faire suivre régulièrement. L'appareil permet de réduire de 30% la dose de rayon X. De plus, il fournit une analyse en 3 dimensions bien plus fine. Là, on va pouvoir naviguer autour du sein. Le fait de naviguer autour du sein, ça améliore aussi l'exploration des zones profondes où on perdait un petit peu en qualité et c'était un petit peu les zones floues pour les cancers du sein qui étaient entre guillemets cachés. Un cabinet médical de Moorea aussi s'est équipé d'un mammographe de la même marque et également au cours du mois de juillet. Il est moins performant mais améliore tout de même le confort des patientes et la précision de l'analyse. C'est une machine un peu plus moderne qui permet d'avoir une résolution un peu plus adaptée pour détecter les lésions qui auparavant n'étaient pas forcément toujours décelées, on va dire. Ces appareils coûtent plusieurs dizaines de millions de francs pacifiques. Ces dépenses peuvent être rapidement rentabilisées selon la présidente de la Ligue contre le cancer. Lorsqu'on nous parle des Evasan qui coûtent des millions, des traitements qui coûtent des millions, lorsqu'on nous dit que l'oncologie, c'est le premier poste de dépense au niveau du budget de la CPS, voilà, je me dis, on a des chiffres, on sait combien ça coûte, donc n'ayons pas peur d'investir, même si on n'a pas de la rentabilité tout de suite. Il faut dire qu'au bout de 2-3 ans, on est rentable sur tout ce qu'on investit. Chaque année, seulement 34% des patientes attendues pour une mammographie passent réellement l'examen. Les professionnels de santé espèrent que ce chiffre augmente grâce à l'acquisition de ces technologies plus précises et moins douloureuses. Manuel Valls poursuit sa visite officielle en Polynésie française. Après Hivaoa aux Marquises, le ministre des Outre-mer fait escale au Tuamotu. On en parle dans notre rubrique Tehono Ta'amotu. Manuel Valls s'est déplacé aujourd'hui sur le grand atoll de Rangiroa. Il a inauguré un centre d'incendie et de secours qui fait aussi office d'abri de survie, un bâtiment stratégique face aux risques cycloniques qui menacent l'archipel. Le reportage de nos envoyés spéciaux Ayata Trahu et Mélissa Chong. Vivre au Tuamotu, c'est vivre sur un fil entre ciel et océan. Une beauté fragile et une vulnérabilité bien réelle. Ici, quand la mer se fâche, il faut pouvoir se mettre à l'abri.
Ça peut être que du bien pour la commune. Hein. C'est un projet déjà qui devait se faire. Maintenant que c'est fait, Maruru à la commune, à Tavana. Hein. Depuis la terrible saison cyclonique de 1983, les souvenirs restent vifs. Plusieurs atolls avaient été submergés. Nous, en 83, à Pataki, hein. Ça a été très très dur. Nous avons beaucoup souffert, beaucoup de personnes ont souffert pendant cette période. Aujourd'hui, cet abri flambant neuf peut accueillir jusqu'à 382 personnes. Il remplace également une caserne des pompiers vétuste et répond à des normes exceptionnelles. Spécificité parce qu'on a un cahier des charges techniques qui est particulier, qui doit prévoir de résister pour la toiture, pour les charpentes, pour les menuiseries à des vents de 300 km/h. Donc ça, c'est une des particularités. On a également des prescriptions par rapport à la poussée, à la pression de l'eau. Notamment, on doit avoir 4 tonnes de résistance à la pression d'eau à 3 mètres de haut sur nos pylônes. Avec ce nouveau bâtiment, en fait, déjà, quand c'est neuf, c'est toujours mieux. Hein. Et puis, c'est plus grand. Hein. En plus, on va avoir des nouveaux véhicules. Donc, le garage est assez grand pour accueillir tous ces engins. Hein. Le projet a coûté près de 375 millions de francs pacifiques financés à parts égales par l'État et le pays, avec une participation de la commune de Rangiroa. Il s'inscrit dans une convention plus large, lancée en 2021, pour 28 abris dans les Tuamotu, pour un total de plus de 6 milliards de francs. Dans un contexte de changement climatique, où les catastrophes naturelles tendent à se multiplier et à s'intensifier. Derrière ce centre, il y a une vision, celle d'un archipel résilient qui protège aujourd'hui et prépare demain. Et au-delà de l'urgence climatique, Rangiroa et les îles voisines se projettent déjà vers l'avenir. Plan de gestion du lagon, transition énergétique, projet porté avec le soutien du pays et la solidarité de l'État. Et parmi les trésors marins des Tuamotu de l'Ouest, le requin-marteau. Depuis 2018, l'espèce est classée en danger critique d'extinction. L'atoll de Rangiroa est sans doute le plus important site d'observation au monde pour cette espèce. Grâce à l'expertise d'Andromède Océanologie, l'association Mokaran Protection Society mène actuellement la mission baptisée Tamataroa, basée sur la science participative, un projet présenté à Nice lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui a retenu l'attention du ministre des Outre-mer. Et pour évoquer ce sujet, je vous propose de rejoindre le maire de Rangiroa, Tahuhu Mareura. Bonsoir Tavana. La mission Tamataroa permet de faire des recherches sur le requin-marteau tout en faisant participer la population locale. C'était important de présenter le projet à Manuel Valls. Oui, bonsoir la Polynésie. Oui, bonsoir la Polynésie. Le projet Tamataroa. Oui, bonsoir la Polynésie qui nous entend ce soir. J'ai pas bien écouté la question. C'était important de présenter le projet Tamataroa à Manuel Valls. Est-ce que vous nous entendez, Tavana? Oui, je vous entends. Est-ce que quelle était l'importance de présenter ce projet de la Mokaran Society à Manuel Valls, le projet Tamataroa? Justement, c'est pour montrer à notre Premier ministre, à notre ministre de l'Outre-mer, qu'on est justement très, très sensibilisé de la protection et surtout l'environnement de notre lagon. Et dans la même veine, justement, le plan de gestion lagonaire que vous souhaitez mettre en place, en quoi il diffère des Rahui ou des PGEM que l'on peut voir ailleurs? En fait, par rapport à ça, en fait, c'est le monde économique qui tourne dans notre lagon. Donc, on sait bien que le lagon, il y a la plongée, il y a les pêcheurs, donc tu as différents acteurs économiques. Et il faut tout ça concilier, ces mêmes personnes, autour d'un bon projet, c'est la conservation de notre lagon. Il va voir le jour à quelle date? Là, on a commencé déjà, maintenant, on est en train vraiment de l'officialiser. Parce que l'État a déjà mis sa quote-part. Maintenant, on est en train de voir avec le pays, justement, pour vraiment pousser ce dossier. Il faut que d'ici à la fin de l'année, on est dans les temps encore.
Et vous êtes globalement dans une dynamique de protection de l'environnement avec cet objectif de parvenir à 75% d'énergie renouvelable dans votre mix énergétique. L'État vous suit? Ben justement, c'est notre pour parler aussi aujourd'hui. Et il a été très à l'écoute de voir qu'aujourd'hui, Makatea, Mataiwa et Tikeo, on est déjà dans l'optique. Donc on a eu les fonds pour Mataiwa et Tikeo. Donc le plus grand, c'est Rangiroa, justement, c'est ce qu'on a parlé aussi. Mais il a été très à l'écoute de voir que nous, les maires de Polynésie, on est très impliqués dans nos communes. Ce sont des parcs solaires que vous mettez en place? Et c'est un grand parc sur Rangiroa de 4 hectares. Donc c'est un projet qui a plus d'1 milliard, qui tourne autour d'1,5 milliard à peu près. Manuel Valls a abordé la question du nucléaire cet après-midi. Les Tuamotu sont bien évidemment les plus concernés. Il a évoqué cet après-midi donc une proposition de loi à l'Assemblée nationale d'ici quelques mois. Quel sera l'objet de cette loi? Il vous en a parlé? À nous, pas à nous les maires pendant notre réunion aujourd'hui, mais qui nous a fait part qu'aujourd'hui, la Polynésie, elle est très importante pour la France. Une dernière question, Tavana. Les Marquises demandent une communauté d'archipels. Vous comprenez cette demande, vous qui venez de créer votre première communauté de communes, Mihiroa? En fait, c'est la demande de beaucoup de maires. C'est un partage de compétences. Et vu qu'aujourd'hui, en forme des communautés, pourquoi pas nous donner plus de compétences? Parce que dans nos communes, on fait beaucoup de social, qui est une compétence qui n'est pas le nôtre. Mais on le fait quand même. Merci beaucoup, Tahuhu Mareura, d'avoir échangé avec nous après cette journée de visite ministérielle. Bonne soirée, la Polynésie. Et demain, le ministre Manuel Valls doit se déplacer à Moorea. Voilà pour notre page Tehonota Amutu. Ils ont passé 13 jours ensemble. Eux, ce sont les jeunes du SNU, Service National Universel. Ils sont une cinquantaine, âgés de 15 à 25 ans, en séjour de cohésion. Ce matin, la 5e promotion était regroupée au parc Vairei. Au programme, des ateliers pour apprendre le vivre ensemble, le respect, une manière d'aider ces adultes en devenir à trouver leur place dans la société. Ismaël Tahiata, Hubert Liao et Céline Fleuzin. C'est un effort qui rassemble. L'équipe qui fait le plus de pompes gagne. La difficulté est compenser les faiblesses de chacun pour en faire une force. À chaque équipe, sa technique. Ceux qui arrivent à vite fait, de faire 10. Et ceux qui n'arrivent pas bien à faire 1 ou 5. Oui, les pompes, c'est dur. Mais ça va, comme on est en équipe. L'objectif de tout ça, c'est de travailler la cohésion, c'est de travailler le goût de l'effort et puis d'avoir des groupes qui soient soudés et solidaires. Ici, les secrets des combattants du feu dévoilés au grand jour et la découverte d'un métier où la forme physique doit être irréprochable. Un exemple à suivre pour les jeunes du SNU. Le travail de pompier est typiquement lié à cette volonté donc de leur inculquer des vraies valeurs, une vraie citoyenneté. Et, ainsi, ils voient la difficulté qu'est d'être pompier au quotidien, 24 heures sur 24. Chaque instrument a un son, une frappe et un tempo unique. Une découverte de plus pour ces adultes en devenir. Dès le premier jour, on était un peu, dispersés, on ne se connaissait pas. Après les jours qui arrivaient, on était plutôt, en solidarité, on est tout en équipe, on se séparait pas et on mangeait tout ensemble et ça s'est bien passé. Dans l'année qui suit, à partir de maintenant, ils vont devoir effectuer ce qu'on appelle une mission d'intérêt général, 12 jours, 84 heures, dans une institution, dans les forces de l'ordre ou dans les forces armées ou dans des associations pour déjà s'engager auprès des populations. Demain, dernier jour pour les jeunes du SNU et un retour au bercail avec des souvenirs plein la tête.
Alors que la dernière grève des agents de l'administration n'a pas vraiment mobilisé, un autre syndicat menace d'arrêter le travail, cette fois dans le secteur du commerce. Il s'agit de la CSTPFO, représentée par Patrick Gallnon. En cause, un avenant à la convention sectorielle signé par une déléguée d'Hauteuil qui limite la prise en charge des jours de carence lors des arrêts maladie. L'un des nombreux sujets dont a pris connaissance la secrétaire confédérale de Force ouvrière en déplacement à Tahiti. Bonsoir Patricia Drevon, bienvenue. Merci d'être sur La Première. Vous supervisez le secteur de l'organisation des Outre-mer et des affaires juridiques. La CSTP-FO, mais aussi la CSIP, Hauteuil et O'O-et-Towerima, la majorité des organisations syndicales sont prêtes à entrer en grève. Est-ce que le dialogue social vous paraît plus difficile qu'ailleurs en Polynésie française ? Oh, non, on a aussi des difficultés en France hexagonale pour établir parfois le dialogue. Bon, là, il y a une vraie problématique sur ces jours de carence. On va voir si le dialogue s'établit. Le préavis est prêt. Donc, s'il n'y a pas de dialogue... On connaît la date ? La date, non, pas encore. Mais je laisse Patrick Gallnon et ses équipes gérer ça. Je suis sûre qu'ils le feront très bien. Ils ont l'habitude de gérer les conflits et généralement d'aboutir dans des très bonnes conditions. Donc, j'ai ma confiance auprès d'eux et je suis sûre qu'ils trouveront le bon chemin pour parvenir à régler. Le patronat est assez unanime malgré tout sur le fait qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie de complaisance. Donc au bout du 3e arrêt de l'année, faire payer les 3 premiers jours d'arrêt aux salariés, ça leur paraissait une bonne solution. C'est une fausse bonne idée pour vous ? Bon, écoutez, sur un pays justement qui est quand même... où il y a quand même beaucoup d'arrêts maladie, mais liés à des problématiques de cancer, à des problématiques de maladies auto-immunes, etc. Je ne pense pas que les arrêts de complaisance se soient si répandus que ça et avérés. Et payer les jours de carence, c'est punir le salarié quand il est malade. Non, ça ne me paraît pas une bonne idée. Non. Et vous êtes en Polynésie en même temps que le ministre des Outre-mer. Vous avez rencontré l'un de ses conseillers. Le sujet du nucléaire et les maladies radio-induites, cela a fait partie des discussions ? Oui, ça fait partie des discussions, puisqu'il y a un rapport qui a été voté, qui a été porté par une de vos députées, qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc c'est un vrai pas, un vrai début de reconnaissance de la problématique et du fait nucléaire en Polynésie. Donc nous, on se réjouit, parce que c'est un sujet qu'on porte... avec notre confédération, on le porte fortement pour que ça aboutisse, que l'État prenne ses responsabilités et qu'il indemnise la CPS pour l'ensemble des sommes qui sont obligées d'être déboursées et qui ont été déboursées dans le passé. Une somme qui varie selon les interlocuteurs. Vous avez un chiffre en tête ? La CPS a fait des chiffres, a fait un chiffrage qui, pour moi, est de très bonne consistance. Il a été travaillé, il est en relation avec les maladies, avec les 23 qui sont déjà reconnus. À mon avis, il est même sous-évalué, mais il existe. Et celui-là, je pense qu'on peut s'appuyer dessus. La proposition de loi qui a été évoquée cet après-midi, vous y croyez ? Est-ce que vous comptez intervenir ? Oui, nous, on va porter ce sujet à chaque fois qu'on va avoir des rencontres avec les autorités qui sont compétentes. Donc, au niveau du ministère de la Santé, on va, à chaque fois qu'on va les rencontrer, mettre ce sujet sur le tapis. Dans les rencontres avec les différents parlementaires, en France hexagonale également, on va porter ce sujet. Il faut que le fait nucléaire et l'indemnisation soient au cœur des prochains débats et que cette loi la mette en place. FO est très représentée dans la police. Une saisie de drogue spectaculaire vient d'avoir lieu. Vous avez, j'imagine, demandé un renforcement des effectifs de la police et des douanes. Le Premier ministre François Bayrou vient d'annoncer la suppression de 3000 postes de fonctionnaires. Vous allez monter au front ? Ah oui, on va monter au front. Je pense qu'on a déjà fortement réagi. On a fait un communiqué de presse très sévère parce qu'on n'accepte pas du tout les mesures qui nous sont proposées, qui sont annoncées. On se battra pour qu'elles ne se mettent pas en place. On se battra certainement pas seul puisqu'il y a déjà des contacts en intersyndical qui ont eu lieu ces derniers jours, ces dernières heures. Donc il y a une vraie bataille qui s'engagera si jamais le gouvernement va au bout de ces projets. Il est hors de question que ce soit à chaque fois les salariés qui payent la note. Il y a 211 milliards d'exonérations de cotisations sociales et de réductions d'impôts. Je pense qu'on peut trouver un petit peu quand même dans ces poches-là plutôt que celles de toujours des salariés. Un peu comme les 2 jours fériés aussi qui doivent être supprimés. Oui, il y a les 2 jours fériés, mais les 2 jours fériés, c'est inacceptable parce que le travail gratuit n'existe pas. Mais il y a tout le reste des mesures qui ont été annoncées qui ne sont pas plus acceptables et pour lesquelles on se battra.
Merci beaucoup Patricia Drevon. Bon retour à Paris. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire confédérale de Force ouvrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Que devient la pirogue double de la place Tumarama à Papeete? Souvenez-vous, cette pirogue fabriquée à Raiatea avait été inaugurée le jour de la fête de l'autonomie, le 29 juin 2022. Mais voilà, en septembre dernier, il a fallu la retirer pour la rénover. Or, un an après, aucune réparation en vue. La pirogue est pour l'instant gardée par le port autonome à Fariute. Les détails avec Heyal Itahiata et Mirko Vanfou. Ces images témoignent du piteux état dans lequel se trouve la célèbre pirogue double aujourd'hui. Entreposée dans un hangar à Fariute, elle affiche des signes évidents de dégradation. L'une de ses proues est complètement effondrée. En juin 2022, elle faisait pourtant la fierté de la capitale à son arrivée sur la place Tumarama, symbole d'un peuple tourné vers sa culture. Aujourd'hui, il ne reste plus que les blocs en béton, un grand vide qui n'échappe pas à la population. D'un côté, ça fait mal pour notre patrimoine. Hein. Et pour les jeunes aussi de nous, Polynésiens. Il n'y a pas d'autres comme nous en Polynésie qui font la pirogue presque tous les jours. Quoi. Et c'est une emblème pour nous, les Polynésiens, cette pirogue. Pour le constructeur, la dégradation du bois était prévisible. Il aurait fallu construire un abri pour le préserver des intempéries, mais cela n'a pas été fait. Au départ, la pirogue devait être mise sous un fareba. Mais bon, on a fait un peu les choses à l'envers. On a posé la pirogue et seulement après, je pense qu'il y a eu des études. Malheureusement, les études ont montré que ce n'était pas assez costaud. Il y a 2 niveaux de parking en dessous. Hein. C'est en septembre 2024 que la pirogue double a été déplacée à Fariute. Selon le port autonome, elle aurait aussi été victime d'une tentative d'incendie. À ce jour, elle est en sécurité, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Actuellement, on est en consultation avec des bureaux d'études, des gens qui sont spécialisés dans la construction de ce genre de pirogue et qui doivent nous remettre des devis, des coûts de réparation et puis des modes de réparation, parce que c'est quand même une pirogue un peu spéciale. Hein, je veux dire, c'est pas une pirogue qui a été conçue pour naviguer. Pour restaurer complètement cette pirogue double, les travaux devraient coûter au minimum 5 millions de francs. Elle avait été achetée pour 28 millions. Et nous retiendrons cette information ce soir. La clinique Cardella a investi dans un mammographe dernier cri, essentiel pour le dépistage précoce du cancer du sein. Plus d'excuses pour faire sa radio Titi. L'examen est moins douloureux et plus précis. Sur notre site internet, vous pourrez suivre l'évolution de l'accord de Bougival. Vous pourrez lire que pour le FLNKS, il n'est pas définitif et il devra être validé par le bureau politique. Ce soir, sur la première, le téléfilm L'Art du crime sera suivi de l'émission Fort Boyard. Et puis demain à 8h, ne manquez pas les trials de la Tahiti Pro. Ce sera en direct sur notre site internet et en Facebook Live avec Marouki Duri. Ainsi s'achève ce journal. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte sur les images de Jean Guillois. À demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.